Silence, c'est ça l'Europe, top générique. Et l'Europe va-t-elle perdre son âme en la vendant au diable, pardon, aux Américains? Vous l'avez peut-être entendu, entre l'Europe et les États-Unis, il y a un grand projet de traité de libre-échange. On en parle ce mois-ci. L'objectif est de faciliter le commerce entre les deux côtés de l'Atlantique, d'éliminer tous les obstacles, ce qui devrait doper l'économie européenne. Ça, c'est le scénario optimiste, mais certains pensent que l'Europe va y perdre beaucoup de plumes. Un petit dessin vaut mieux que de grandes explications. Voici ce qui risque d'arriver à Chloé, notre citoyenne européenne modèle. En ce jour d'octobre 2016, Chloé se réveille nauséeuse. Sans doute l'hamburger party d'hier soir. Des sodas made in US et du vin californien Château Santa Barbara. Dégueulasse, mais il n'y avait rien d'autre. À la radio, des chansons d'outre-Atlantique. Et cette annonce, notre rubrique matinale chansons françaises, l'Amérique par Joe Dassin. Elle sera suivie par le nouveau groupe en vogue à L.A. à table, des céréales et du lait de soja. Sur les deux boîtes, pourtant made in Europe, absence d'OGM non garantie. Et ce bus qu'elle prend pour se rendre au boulot, une marque française, les bus Béret Baguette, mais fabriqués aux States. Moins cher car le dollar est plus bas que l'euro et l'énergie, le gaz de schiste ne coûte rien là-bas. Elle rentre chez elle dépitée. Elle s'allonge et rêve. Au bon vieux temps, celui d'avant l'accord de libre-échange avec les States. Le temps du musette, du petit blanc, du foie gras et du roquefort. Mais que diable allaient donc faire les commissaires dans cette galère ? Alors, faut-il vraiment sauver Chloé des griffes de l'Amérique? Devinez ce qu'en pense Jean-Luc Mélenchon, qui viendra nous rejoindre ici dans quelques instants sur notre plateau au Parlement européen à Bruxelles. Jean-Luc Mélenchon, bouillant député européen français. Et comme toujours, Isabelle Heusen va partir en vadrouille sur le terrain à la rencontre de citoyens européens concernés par ce dossier. Isabelle, vous allez parler de quoi exactement ? Se faire ouvrir les portes du marché américain, ce n'est pas toujours facile. On va en parler avec le directeur de cette entreprise. Et puis, Paul, nous irons également sur le tournage d'un film à Bruxelles pour parler, bien sûr, de l'exception culturelle. À tout à l'heure, Isabelle. Alors, ce projet de pacte commercial avec les États-Unis, certains y croient dur comme fer. Carole De Gucht, vous êtes le commissaire européen au commerce. Pourquoi vous défendez ce projet ? Je suis un farouche partisan de cet accord, enfin de ce possible accord, parce que je suis convaincu qu'on pourrait créer beaucoup d'emplois supplémentaires pour nos concitoyens et certainement aussi pour nos jeunes. Déjà maintenant, le commerce avec les États-Unis, c'est vraiment l'autoroute du commerce mondial avec plus de 2 milliards par jour, hein, pas par semaine, mais par jour. Hein. Mais si on saurait maintenant donc faire disparaître les tarifs et aussi toutes les difficultés non tarifaires qui existent toujours, cela ferait raviver ce commerce et par là, on créerait beaucoup plus d'emplois et c'est de cela qu'il s'agit. Plus de travail, sortir de la crise. Est-ce qu'il n'y a pas des risques que le marché américain s'ouvre à nous, mais qu'en échange, l'Europe doive importer par exemple le bœuf aux hormones ? Non, parce que l'idée n'est pas que nous voudrions changer la société américaine, ni que les Américains pourraient changer notre société. Donc, aussi, après cet accord, les Américains ne sauront pas importer, par exemple, la viande aux hormones sur le marché européen, tout simplement parce que c'est dans notre législation et on ne va pas changer notre législation. Carole De Gucht, merci. Et voici à présent quelques-unes de vos réactions sur les réseaux sociaux.
Je suis complètement opposée à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. Personne ne nous a rien demandé, la dictature s'aggrave. N'empêche, un accord de libre-échange serait le meilleur moyen d'éviter les velléités d'espionnage entre les États-Unis et l'Europe. Du coup, on ne devrait pas signer le traité États-Unis-Union européenne de libre-espionnage avant celui de libre-échange? La Croatie? Peu importe. Le vrai nouveau membre, ce seront les États-Unis lorsque l'accord de libre-échange sera signé par l'Union européenne. Voilà donc ce qui se dit sur les réseaux sociaux et je vous présente Jean-Luc Mélenchon. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes député européen, coprésident du parti de gauche en France et je ne sais pas pourquoi, mais je pressens que vous crachez toutes vos dents contre ce projet de traité. Non, non, je me garde bien de me débarrasser de mes dents, j'en ai besoin encore pour mordre. Ce traité, oui, je le condamne. Quelqu'un a fait une remarque que je trouve pleine de bon sens, on n'a rien demandé à personne. Et il y a une petite remarque amusée sur l'espionnage. Tout de même, le minimum de dignité n'aurait-il pas consisté à simplement reporter la négociation dans la mesure où on nous a dit, à nous les parlementaires européens, on ne peut pas vous dire quel est le mandat de négociation de la Commission, parce que c'est secret, vous comprenez, c'est une négociation. Alors nous tous on s'est dit, bon, on peut entendre cet argument. Mais finalement, le mandat de négociation n'est plus secret que pour nous, les parlementaires et les peuples. Les Américains nous ont espionnés, ils savent ce qu'il y a dedans, évidemment, nos gouvernements, enfin en tout cas... Mais donc ça veut dire que vous, Parlement européen, vous avez donné mandat à la Commission pour négocier et vous ne savez pas ce qu'il y a dans le mandat? Non, alors d'abord, je m'empresse de vous dire que moi, j'ai donné mandat de rien, j'ai voté contre. La majorité du Parlement a en effet donné mandat, en dépit du fait qu'elle était dûment informée par nos interventions, nous les opposants, du fait que c'était une situation tout à fait extravagante que de commencer une négociation sans qu'on connaisse au moins les points d'arrivée. Alors on nous a fait les fumeuses promesses habituelles, grâce au traité, il y aura de la croissance, donc de l'emploi, donc madame, monsieur tout le monde, réjouissez-vous d'avance. C'est ce que disait Carole de Gucht il y a quelques instants. Hein. Moi je m'amuse en tant que parlementaire, chaque fois qu'il y a un accord de libre-échange avec un pays, on nous annonce plus 0,5, plus 1, plus 2 de croissance. Si on mettait tout ça bout à bout, on serait déjà avec une croissance à la chinoise de tout ce que nous avons signé dans le monde. Ça ne veut rien dire. Puis ensuite, c'est très désolant. Nous autres, la vieille Europe, nous savons bien qu'un traité commercial contient aussi un modèle de civilisation. C'est pas pour rien qu'on évoque le camembert, le roquefort, le vin, c'est-à-dire des choses qui ont à voir avec la culture, le bien vivre. Or, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? On veut qu'il y ait comme ça des bateaux qui circulent sans arrêt. Est-ce que ce commissaire européen a pensé à mentionner à nos auditeurs les émissions supplémentaires de gaz carbonique qu'un tel déménagement permanent du monde va provoquer? Figurez-vous que dans le rapport, ça y est. Et pour une fois, la Commission s'en inquiète. Non, le libre-échange généralisé, la libre circulation des marchandises est une aberration. Mieux vaudrait avoir pour ligne, produisons tout ce que nous pouvons nous-mêmes et voyons la part qui reste à échanger. De cette manière, d'abord on déménagerait moins le monde, ensuite on surexploiterait moins la nature et l'homme pour obtenir des produits qui coûtent de moins en moins cher pour les promener d'un bout à l'autre du monde. Qu'est-ce que ça va changer dans le quotidien du citoyen européen si jamais ce traité passait? Alors déjà, vous premièrement, faisiez allusion non, mais déjà quelqu'un a fait une très bonne remarque. Ouais. Très bonne remarque. Moi, je suis admiratif de la pertinence des gens. Ils voient vite. Il y a un nouveau membre à l'Union européenne, c'est les États-Unis d'Amérique. Alors, les gens n'ont peut-être pas fait attention, mais le secrétaire d'État nord-américain était déjà là pour la discussion financière avec nos ministres des Finances, était avec nos ministres des Affaires étrangères pour discuter de la Syrie. Enfin, ces gens-là sont comme chez eux, chez nous. Alors ça, ça veut dire les États-Unis, les Nord-Américains, qui sont les maîtres du monde, vont venir chez nous, et puis déjà ce qu'ils font, mais cette fois-ci, ils n'auront même plus besoin de se cacher. Ensuite, vous avez bien compris que c'est un traité de libre commerce. Donc, on va fixer des normes communes. C'est pourquoi il est aberrant de dire les Nord-Américains ne pourront pas importer chez nous des produits dont nous ne voulons pas. Mais précisément, c'est fait pour ça, le traité de libre commerce, pour que les barrières à la circulation des marchandises sautent. Alors, nous allons prendre un exemple concret. Vous savez que chez eux, pour aller plus vite, et parce que ça coûte moins cher, on nettoie les poulets qu'on a abattus au chlore. Bon. Nous, les Européens, nous considérons que ce n'est pas une manière de nettoyer les poulets et que c'est pas bon pour la santé. Bon, alors, évidemment que dans la discussion,
les fermiers nord-américains vont intervenir pour dire à propos, et nos poulets, on va les envoyer là-bas. Et les nord-américains vont dire, bah, écoutez, si vous voulez que vos voitures rentrent, il faut que nos poulets sortent, et vice-versa. Alors, comme nous avons fait cette objection, loin de répondre ce qu'a dit le commissaire, qui est un menteur, et qui se moque du monde, on nous a dit, ah ben non, attendez, c'est pas comme ça que ça va se passer, ça sera marqué sur l'étiquette. Donc, vous aurez des poulets marqués lavés au chlore, enfin au milieu de plein d'autres choses, hein. Et puis vous en aurez d'autres marqués pas lavés au chlore. Alors, le commissaire a dit, bah, vous choisirez. Oui, mais monsieur, la différence, c'est que ce poulet américain arrivera en Europe moins cher, et le poulet qui n'est pas lavé de cette manière sera plus cher. Donc, les riches ou ceux qui ont le plus d'argent pourront manger proprement des bonnes choses, et les autres se contenteront de la marchandise fabriquée à bas tarif. Et il en ira de même pour le bœuf aux hormones, il en ira de même pour n'importe quoi. Jean-Luc Mélenchon, vous restez avec nous. On va retrouver Isabelle Heusen, qui est dans une entreprise en Belgique. Alors, est-ce que cette entreprise attend ce traité avec impatience ou bien en a-t-elle peur? C'est ce qu'on va voir. Mais dites-nous d'abord, dans quel type d'entreprise êtes-vous, Isabelle? Eh bien, Paul, je me trouve dans une société spécialisée dans le contrôle d'accès. Donc, elle fabrique des portillons, des tourniquets, des barrières et elle est leader mondial en la matière. Maxime Boulevin, bonjour. Bonjour. Alors, soyons très concrets. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, répondre à un appel d'offres public aux États-Unis, c'est facile? Non, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a le fameux Buy America Act qui fait qu'on oblige de fabriquer sur place. Alors, pour fabriquer sur place, il faut monter temporairement une usine. Ça coûte beaucoup d'argent et ça nous défavorise par rapport dans l'offre puisqu'on doit intégrer ces coûts dans notre prix. Alors, c'est plus facile de travailler avec des sociétés privées, mais là, alors, vous avez des normes, par exemple, de sécurité à respecter bien particulières? C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils ont développé une norme qui s'appelle UL comme Unlimited Laboratories, qui est l'équivalent des normes CE. Mais qui ne sont pas les mêmes. Elles sont, je veux dire, elles sont équivalentes, elles ne sont pas les mêmes, mais la différence, c'est qu'il y a un nombre très limité de laboratoires qui peuvent vous certifier et vont non seulement vous certifier, vous, votre produit, mais aussi vos sous-traitants. Et donc ça a un coût énorme. Et pour donner une idée, dans le tout dernier produit qu'on a développé, à peu près 20% du prix du développement était pour ce budget, pour justement être conforme à ces normes. Alors que pour être conforme aux normes CE, ça coûte à peu près 10 fois moins cher pour quelque chose de totalement équivalent. Alors, pour vous, si jamais il y a ce fameux accord commercial entre les États-Unis et l'Europe qui voit le jour, qui devrait justement harmoniser les normes, qui devrait aussi enlever toute une série de barrières, vous dites, ça c'est tout bénéfice pour notre entreprise? J'espère que les négociateurs ne seront pas un peu naïfs, parce que pour l'instant j'ai l'impression qu'on est un peu naïf en Europe. On dit venez tous vendre chez nous, mais dès qu'on veut aller à l'étranger, on a des tas de barrières. Donc j'espère que cette fois-ci on aura quelque chose de bien équilibré. Maxime Boulevin, merci beaucoup. Alors voilà, Paul, on a un interlocuteur qui ici attend quand même beaucoup de ce futur accord commercial entre les États-Unis et l'Europe. À tout à l'heure, Isabelle. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon, vous le voyez, il y a quand même des entreprises qui attendent du positif de ce traité. Oui, malheureusement pour eux, ça ne se fera pas, je l'espère. Alors, il y aura des avantages et des inconvénients. Mais lui-même n'a pas l'air si flambard que ça. Parce qu'il a souligné quelque chose qui ne doit rien au hasard. Les Nord-Américains ont l'habitude, dans les négociations, de multiplier les obstacles pour les autres et de les diminuer pour eux. Vous savez, ce grand marché transatlantique, les États-Unis d'Amérique l'ont déjà proposé à 32 pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Et au bout d'années et d'années de négociations, pour finir, tous les pays d'Amérique latine ont rejeté cet accord. Pourquoi? Parce qu'à la fin des fins, quand la discussion était quasiment au point où on demandait les signatures, les Nord-Américains ayant tripoté tel ou tel gouvernement, poussé leurs doigts ici ou là, corrompu celui-ci ou celle-là, eh bien, il y avait 300 produits qui étaient protégés. C'était des produits nord-américains. Et tous les autres n'étaient plus protégés, c'était ceux des latino-américains. Donc, n'ayez pas de naïveté. Un accord de libre commerce n'est jamais un accord de bonne foi. C'est toujours un accord qui est au milieu d'un rapport de force. Et aujourd'hui, le rapport de force est en faveur des Nord-Américains. Alors, ils profitent de la situation en Europe, parce que vous avez des pays qui sont absolument subjugués par eux. Alors, d'abord par les Nord-Américains, et puis ensuite par l'idéologie libérale. Alors, ils sont aussi férocement et idéologiquement libéraux qu'autrefois, la génération précédente, ils étaient staliniens. Donc, ils ont juste changé de camisole de force. Bon, ils en ont en quelque sorte l'habitude. Je le dis avec un peu d'humour, mais aussi un peu d'amertume.
la civilisation européenne repose sur des normes sociales et environnementales qui, au fond, décrivent notre manière de vivre. Avec les Nord-Américains, tout ça disparaîtra. Alors, le saviez-vous, Jean-Luc Mélenchon, Barack Obama a déclaré un jour que la meilleure moutarde pour accompagner ses hot dogs, c'était la moutarde de Dijon. Le problème, c'est que la moutarde de Dijon, ce n'est pas une appellation protégée et elle peut très bien être fabriquée au Texas. Cette question d'appellation contrôlée, d'appellation protégée, ce sera sans doute un des points de discussion dans le futur traité. Reportage de Pierre Marlet. Ah, ce terroir qui fait toujours tourner la tête des Français, si fiers de leur patrimoine gastronomique. Ainsi, si je vous dis Dijon, vous pensez moutarde. Et de fait, de la moutarde, vous en trouverez à tous les coins de rue. Mais ces amateurs de spécialités locales ne savent sans doute pas que la moutarde de Dijon peut venir d'ailleurs. Ce n'est pas une appellation d'origine protégée. C'est pas du tout, non? Bah oui. On pourrait aussi bien dire moutarde de Belfort alors. Parfait. De Belfort, de Tokyo ou de San Francisco, la moutarde de Dijon peut être produite n'importe où dans le monde parce que ce n'est qu'une recette. En fait, la France a d'abord pensé à protéger son vin et l'Union européenne a reconnu l'importance du terroir comme gage de qualité. Mais beaucoup d'autres spécialités alimentaires ont été oubliées. Certains produits de terroir, on va dire les choses comme ça, qui ont une longue histoire et qui font, l'histoire gastronomique de notre pays, n'ont pas été pris en compte suffisamment à temps. Donc on essaie de rattraper le temps perdu, mais le pourra-t-on? Alors, pour faire germer l'espoir, cet agriculteur sème de la moutarde, qui avait complètement disparu de Bourgogne. La moutarde française était donc fabriquée avec des graines venues du Canada. Aujourd'hui, ces graines sont pour 25 à 30% produites en France. Mais qu'est-ce qui peut donc pousser un agriculteur bourguignon à préférer la moutarde au colza? Les céréales, les oléagineux, c'est des matières premières qui ont perdu un peu de leur noblesse et surtout qui sont échangées à travers le monde entier et c'est l'offre et la demande à travers le monde entier qui fait le prix. Alors la moutarde, c'est un petit peu particulier parce que là, il y a un côté local et effectivement une plus-value liée au terroir. Et ce terroir, dans cette moutarderie de Beaune, on a choisi d'en faire sa carte de visite. Puisqu'il est trop tard pour faire de la moutarde de Dijon autre chose qu'une recette, on a lancé une autre indication géographique protégée, la moutarde de Bourgogne. Les graines sont cultivées en Bourgogne et la recette est élaborée avec l'excellent vin local. C'est quelque chose dont nous sommes très fiers parce que nous sommes réappropriés un produit qu'on nous avait quelque part usurpé. Et c'est une manière de dire, voilà, nous sommes fabricants de moutarde en Bourgogne et nous avons notre spécificité. Quand Européens et Américains s'assieront à table pour négocier, ils constateront bien vite qu'un océan les sépare. Et un produit comme celui-ci risque très vite de leur monter au nez. Et ça pique toujours un peu. Retour sur notre plateau à Bruxelles. Les appellations protégées, elles risqueraient, elles seraient en péril avec ce nouveau traité? Mais votre reportage est magnifique parce qu'il contient en peu de mots une démonstration d'ensemble. Vous voyez que quand on veut protéger une fabrication qui tient à un terroir, eh bien, on est conduit à relocaliser des productions. Et vous avez vu cet agriculteur dire, au fond, c'est absurde, on va planter la moutarde au Canada alors qu'on peut la faire ici. Et il dit, c'est parce que le prix de marché est établi au niveau mondial. Mais qu'avons-nous à battre du prix de marché et du niveau mondial? Nous sommes heureux de pouvoir manger de la moutarde que nous avons choisie parce que nous l'avons décidé, de Dijon. Voilà. Donc, les appellations d'origine contrôlée sont méprisées, et notamment les appellations de terroir, par les Nord-Américains qui ont déjà tout saccagé chez eux. Donc, ils ne comprennent même pas de quoi nous parlons. Par contre, ils vont être extrêmement accrochés à un brevet, à tout ce qui tient à la propriété sur, des fois même, des objets inanimés ou des organismes vivants. Mais ils ne comprennent pas les appellations d'origine contrôlée, car ils sont eux-mêmes semi-barbares en matière de goût. Donc, les appellations d'origine contrôlée vont être un enjeu au moins égal à celui des brevets. À mes yeux, c'est quelque chose de très comparable. Je peux vous dire, par exemple, que certains pays dans le monde sont en train de labelliser avec des appellations contrôlées toutes sortes de produits, justement pour essayer d'échapper à cette emprise du marché mondial. Et du coup, des gens sont en train de réaliser qu'ils faisaient une belle chose chez eux.
et que, bon, après tout, ça coûte le prix que ça coûte. Si ça doit coûter un peu plus cher, on économisera, on en mettra moins sur la tartine, mais au moins on aura le bon goût et pas la cochonnerie au beurre de cacahuète qui vient des États-Unis. Jean-Luc Mélenchon, voici d'autres réactions de citoyens glanées sur les réseaux sociaux. Attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce traité aurait un impact très positif sur le commerce transatlantique. Je ne parviens pas à comprendre pourquoi il faut à tout prix se méfier d'un tel accord. Beaucoup de très bonnes directives européennes sont directement issues du modèle américain. Le problème reste qu'il ne s'agit pas d'un accord entre deux partenaires comparables, mais entre d'un côté une grosse fédération et de l'autre 28 États qui vont se tirer dans les pattes pour le plus grand bénéfice des États-Unis. Alors, il y a un secteur qui a échappé aux négociations commerciales entre les États-Unis et l'Europe, c'est la culture, le cinéma en particulier. En clair, les Américains ne pourront pas interdire des subsides au cinéma européen. On en parle dans un instant avec Jean-Luc Mélenchon, mais d'abord, on va retrouver Isabelle Heusen qui va nous parler de cette exception culturelle. Vous allez nous en parler avec qui et vous êtes où, Isabelle ? Alors Paul, maintenant je vous emmène dans cette maison parce qu'on est en train d'y tourner un film qui s'appellera « Tous les chats sont gris, la nuit ». En fait, il s'agit du premier long métrage d'une jeune réalisatrice, Savina Delicourt, et je peux vous dire que toutes ces minutes sont comptées parce que son budget est très serré. Bonjour Savina. Bonjour. Je suppose que pour un premier film, évidemment, trouver le budget, c'est pas facile. Vous avez dû aller frapper à beaucoup de portes? Oui, c'est difficile. Et on a frappé à beaucoup de portes, oui. Et ça vous a pris du temps? Ça nous a pris 4 ans. Et qui vous a aidé alors? La communauté française de Belgique, ils ont été les premiers à nous aider. Et à partir de là, on a essayé en France et au Luxembourg et finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc ce sont toujours des subsides publics. Vous avez l'impression que c'est partout pareil, c'est comme ça dans d'autres pays? Oui, enfin en tout cas en Europe, c'est la seule façon, je crois, de faire un film. Mais par exemple, vous connaissez aussi l'expérience en Grande-Bretagne, vous avez été là-bas aussi. Le cinéma fonctionne aussi de la même façon? Le cinéma fonctionne un peu différemment parce que l'argent public, c'est l'argent du loto, en fait, qui est réinvesti dans la culture. Et donc, il y a moins de subsides pour les premiers films. Et du coup, c'est surtout les projets commerciaux qui sont favorisés. Et je vois tous mes jeunes amis réalisateurs de l'époque galèrent vraiment pour faire un film. C'est encore plus dur là-bas que... Mais quand on reçoit tous ces subsides, alors est-ce qu'on n'a pas tendance du coup à faire des films plutôt pour les professionnels, pour aller dans des festivals, plutôt que des films vraiment destinés au public? Mais je crois que les gens qui travaillent dans les commissions qui donnent ces subsides sont très soucieuses du public, justement, et font attention à donner de l'argent à des films qui auront un potentiel, un public potentiel important. Merci beaucoup Savina. On va vous laisser travailler, hein, puisque toutes vos minutes sont comptées. Et maintenant, on va aller dans la loge de maquillage. Alors, au générique du film de Savina Delicourt, vous verrez notamment le nom de Anne Coussens. Alors, Anne Coussens, ce n'est pas une inconnue. Elle a déjà joué dans Illégal, dans Élève libre. Elle a déjà joué aux côtés de Gérard Depardieu. Anne Coussens, bonjour. Bonjour. Alors, vous, l'exception culturelle, vous êtes pour à 100%. À 100%. Pourquoi ? Parce que c'est la seule façon de garder vivant le cinéma européen face aux majors américaines. Mais cette exception culturelle, finalement, elle sert à qui? Elle sert aux artistes, au monde de la culture, ou bien elle sert vraiment au public? Je pense qu'elle sert vraiment au public. C'est comme l'enseignement. Quand on dit qu'ils veulent mettre aussi les soins de santé ou l'enseignement sur la table des négociations, pour moi, c'est impensable. Ça doit rester subventionné, ça doit rester... Ça ne peut pas tomber dans le domaine privé, ça ne peut pas tomber dans le capitalisme et dans... Voilà, ça doit rester un service public. Mais est-ce que ça n'a pas un petit relent, je dirais, protectionniste? On se protège entre nous. Je me disais, tiens, dans le monde de la culture, on aura peut-être un monde plus ouvert, finalement. Je pense pas. C'est vrai que le cinéma américain indépendant existe et se porte très bien, mais aussi... Les marchés sont différents. Le marché américain est énorme, l'exportation, sans même compter l'exportation. Donc voilà, on n'a pas ça ici, et je pense que si on supprime cette exception culturelle, c'est la mort du cinéma français, c'est la mort du cinéma belge, c'est la mort du cinéma européen.
Mais justement, on l'a vu en Italie avec le côté libéral de Berlusconi, ben voilà, le cinéma italien a été laminé. Et pourtant, on pourrait dire, mais si l'exception culturelle n'existait pas, peut-être que le monde de la culture, le monde du cinéma, devrait se battre davantage pour exister. Alors oui, mais se battre davantage pour donner quoi? Pour donner ce que fait les grosses majors américaines. Ça existe déjà, ils ont déjà 85% du marché. Alors, on va pas refaire la même chose, nous on est justement différents, donc il faut essayer de conserver cette différence. Parce que si c'est pour faire ce que font les Américains, alors voilà, on va uniformiser tout et on va, au lieu que ce soit 85%, ça va être 100% et ça me paraît un peu dommage. Anne Coussetz, merci beaucoup. Merci alors à vous. voilà, Paul, maintenant il faudra juste un peu de patience parce que pour voir le film de Savina Delicourt, il faudra quand même attendre l'année prochaine. Merci Isabelle, et je vous signale que Jean-Luc Mélenchon a beaucoup ri pendant votre duplex. Vous tiquiez sur quoi ? Sur les questions, bon, la journaliste fait l'avocat du diable, mais elle a ramassé tous les poncifs qui traînaient. Par exemple, est-ce qu'on n'est pas en train de se protéger, on reste entre nous? Mais enfin, quelqu'un a-t-il été empêché une seule fois de voir un film américain? Un seul Américain a-t-il été empêché une seule fois de voir un film européen? Nous ne parlons pas de nous enfermer dans nos frontières et de cacher nos films. Nous parlons des conditions dans lesquelles nous les produisons. Et la remarque ça, c'est une victoire quand même, avoir obtenu cette exception culturelle. Ça serait une victoire, nous le verrons à la fin, parce que dans la langue embrouillée des négociateurs européens, vous savez qu'un Européen parle par vocation d'une manière confuse, de manière à ce que personne ne comprenne ce qu'il dit et qu'il puisse faire ce qu'il veut. Mais il y a plusieurs phrases dans le mandat de négociation, que fort heureusement nous avons réussi à leur chaparder, dans lesquelles on voit qu'il est dit que, bon, ma foi, si les Nord-Américains insistent, eh ben, ma foi, l'exception culturelle, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Au fond, pour nous, je vais donner l'exemple des Français. Que se passe-t-il? Quelqu'un qui va au cinéma aujourd'hui ou qui regarde un film à la télévision subventionne le film suivant. C'est très bien. Qui ça handicape? À qui ça pose un problème? Aux Américains, parce qu'ils veulent être les seuls. Parce que la logique du capitalisme, de tout ce qui entre dans le marché, c'est d'écraser la concurrence. Et là, nous avons entendu une remarque très juste. Ils écrasent la concurrence et ils uniformisent le goût pour que la production puisse être la même et une production de masse. Donc, si vous voulez continuer à avoir des chefs-d'œuvre européens, il faut accepter que nous, les Français, les Italiens et autres, nous produisions notre cinéma avec nos manières qui marchent. Ça marche, non? Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Qu'est-ce que vous voulez de mieux que ça, puisque ça marche? Jean-Luc Mélenchon, merci d'être venu sur notre plateau et on va revenir à l'exception culturelle. Si le cinéma européen n'était plus subsidié, que se passerait-il? Eh bien, cette question a turlupiné Chloé, notre citoyenne européenne modèle, et qu'on va retrouver en chair et en os cette fois. Pardon? Le cinéma sans l'exception culturelle? Laissez-moi réfléchir. Eh ben moi, si je devais représenter l'Europe et pour affronter le cinéma américain, de manière régulière, genre David et Goliath, eh ben je ferais une production européenne. Mais une grosse, financée par les 28 États membres. Et on ferait ça qu'une fois par an, parce que là, il faudrait un peu économiser, quoi. Pour le film suivant, normal. Donc, je ferais un film européen qui reprendrait tout ça, toute cette gloire européenne, tout ce qui a fait le succès de la télévision européenne. Il y aurait Derrick. Il y aurait Derrick. Un Derrick flic le jour et serial killer la nuit. Non, pardon. Pas serial killer. Tueur en série. Oui, parce qu'en fait, on bannirait tous les mots anglais. Alors, il y aurait plus de sandwich, plus d'hamburger, plus de pipe-show. Non, David, il encule Goliath, donc à la place, il y aurait des bacalao, des spéculoos et des étagères Ikea. Et alors, on filmerait qu'en plan large, ou alors des plans serrés, mais pas de plan américain. Dans ce film, il y aurait aussi Monica Bellucci. Pourquoi? Parce que comme ça, on touche le public italien et français. 2 en 1. Et masculin. Et lesbien. Et tous les autres. Ben oui, parce qu'elle touche tout le monde. Oh oui, bien sûr, il y aurait la scène de cul entre Monica et Derrick. Avec toute la sensualité et l'érotisme non censuré du cinéma européen. La bande originale serait malto-luxembourgeoise. Comme ça, ce serait vraiment original. Pour la référence autrichienne, il y aurait une scène à la Michael Haneke, un truc genre sadique, mais bien élevé. Genre, je vais t'arracher un œil. S'il te plaît. Alors pour l'Espagne, on ferait un petit clin d'œil à Almodovar. Alors moi, je verrais tout de suite la scène de l'enfance. Bébé Derrick dans les bras de sa maman, qui l'appelle parfois papa, quand elle n'avait pas eu le temps de se raser. Et tout le film serait en muet.
Alors rien à voir avec des artistes. Non, 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 ce serait avec des vrais muets. Comme ça, toute l'Amérique pourrait comprendre. Ouais. Sacré Chloé. Et on va encore parler des Américains le mois prochain dans un nouveau numéro de C'est ça l'Europe. On reviendra sur l'affaire d'espionnage de l'Europe par Washington et on s'intéressera d'une manière plus générale à tout ce qui menace notre vie privée. C'est ça l'Europe.